Au plateau BITV du CIPCA 2023, nous faisons un retour de conf sur le référentiel Immeuble de demain, avec Fadia Karam et Franck Boutet. Fadia Karam et Franck Boutet, bonjour. Bonjour. Alors, Fadia Karam, vous êtes directrice générale d'Espace Ferroviaire. Franck Boutet, vous êtes le fondateur et président de Franck Boutet Consultant, Urbanisme. Ma première question va porter pour vous, Fadia. Espace Ferroviaire a donc initié un référentiel qui s'appelle Immeuble de demain. Quel est-il et comment est-ce que c'est organisé cette réflexion, qui est plutôt une réflexion prospective ? En fait, Espace Ferroviaire, on est connu aujourd'hui en tant qu'aménageur du groupe SNCF avec la mission de transformer les fonciers du groupe qui n'ont plus d'utilité d'exploitation en quartiers qui vivent avec des fonctions urbaines, donc les rendre, les réintégrer dans le territoire. Et donc, le défi climatique nous pousse dans un engagement depuis maintenant 2015, dans une démarche de stratégie d'excellence, aussi bien environnementale mais sociétale, dans le cadre de ces projets urbains. Et donc, cette démarche nous emmène à des quartiers bas carbone, mais aussi inclusifs. Et assez vite, en tant qu'aménageur, on a vu que dans notre deuxième positionnement en tant que promoteur immobilier aussi, l'immeuble est une pièce majeure dans la vitalité du quartier. Et assez souvent, les pratiques, c'est on se pose avec un cahier des charges, souvent avec un empilement de réglementation plutôt technologique. Et en fait, on ne jette pas le regard sur comment va être vécu cet immeuble, comment il va interagir avec le quartier, alors que c'est un principe vital pour que cet immeuble soit durablement de qualité et donc on lui donne plus de durée de vie sans être obligé dans un temps court de le recycler parce qu'il n'est plus adapté à des attentes de ses occupants ou à des situations urbaines qui ont évolué. Et donc à partir de là, on s'est entouré par des experts et de pôles de recherche, c'est-à-dire le CSTB et l'IFPEB, pour se pencher. C'était un test projet dans une de nos opérations. On se dit, voilà, si on veut le placer dans le temps, cette performance qu'on prône aujourd'hui, que doit-on faire ? Donc, tout en s'appuyant sur la réglementation, assez vite, on est sorti avec plusieurs thématiques qui nous ont amenés aujourd'hui à déterminer 5 lignes de force qui doivent être les bases structurantes de l'évaluation de la qualité de l'immeuble. Et sur 5 lignes de force, il y en a une qui porte sur la trajectoire 2030, et il y en a 4 qui portent sur les usages et la pratique, la place du projet, son interaction avec l'urbain, comment lui-même il prend sa part de réponse sur la stratégie de biodiversité, sur l'apport de qualité de vie et de service, et comment, de façon intrinsèque, il crée des espaces ouverts à des modularités de fonctionnement, à des nouveaux comportements par rapport à la sensibilité bioclimatique, mais par rapport aussi à la notion du travail ou l'habitabilité. Donc il apporte une technologie, mais une technologie qui est au service de l'usager. Donc en fait, c'est plusieurs questions qui ont repositionné l'immeuble comme étant une pièce démonstrative de la qualité du quartier, mais aussi un écosystème qui doit équilibrer qualité intrinsèque du bâtiment versus trajectoire 2030 ou 2050, parce qu'il va falloir qu'on se projette, les usagers, et donc le confort des usagers, la qualité de pratique de l'immeuble et le rapport de l'immeuble à son quartier, et pourquoi pas, il ne soit pas un démonstrateur de la qualité du quartier dans lequel il s'insère. D'accord. Alors, Franck Boutet, merci de nous avoir rejoints, merci d'être sur notre plateau. C'est un plaisir de vous avoir. On n'a pas souvent des urbanismes au plateau de BITV. J'ai une question sur cet rapport de l'usager par rapport à la ville. C'est quelque chose que vous portez dans tous les projets que vous développez
Déjà, je vais réagir sur le référentiel parce que moi, je n'ai pas participé directement au référentiel, donc je peux dire ce que je veux comme ça de l'extérieur. Mais en tout cas, de ce que j'en ai découvert, parce que je l'ai assez largement découvert aujourd'hui, ça me paraît extrêmement prometteur pour une raison déjà assez essentielle qui a été abordée en partie par Fadia, même déjà bien abordée par Fadia, mais je vais juste le dire d'une autre façon. C'est sur cette question de la cohérence aux différentes échelles sur lesquelles on adresse les enjeux de transition écologique. Parce qu'aujourd'hui, on fait des projets urbains. Donc déjà, les projets urbains sont inscrits dans un territoire plus large, dans lequel il y a évidemment des documents de planification. Donc comment on fait le lien déjà entre ce qu'on fait sur un projet urbain à l'intérieur d'un périmètre, sur une ZAC ou un projet, enfin sur une emprise comme celle de l'espace ferroviaire, qui soit en cohérence avec les documents cadres et de planification de la collectivité en amont. Ensuite, on travaille donc sur les valeurs du projet urbain. Donc là, on a travaillé avec Espace Ferroviaire sur une opération Gare de Lyon-Daumesnil qui s'appelle aujourd'hui les messageries, sur lequel on met en place un certain nombre de valeurs. Et puis quand on descend à l'échelle des bâtiments, donc on fait des cahiers de prescription en fait, pour essayer de descendre l'ambition macro, l'ambition grande échelle, l'ambition urbaine sur des projets de bâtiments. Mais en fait, dès qu'on tombe sur les projets de bâtiments, bah là, il y a, comme disait Fadia, la réglementation thermique, les réglementations diverses, il y a les labels, les certifications, et en fait, il manque un passage, une chaîne, un passage de relais entre l'ambition de la grande échelle et les certifications, avec parfois des enjeux de certification qui peuvent être même contradictoires. C'est même pas que parfois il y a un problème de cohérence, c'est que ça peut même parfois être contradictoire avec ce qu'on a fait en amont. Je donne un exemple qui est assez simple à comprendre par rapport aux enjeux contemporains sur la résilience climatique, sur l'îlot de chaleur urbain. On peut fabriquer un projet urbain, et c'est ce qu'on a fait sur les messageries, qui va produire sa propre microclimatologie pour fabriquer un cœur frais, un dispositif rafraîchissant, donc en utilisant à la fois les vents, et évidemment sur les emprises ferroviaires, en général, il y a les vents qui viennent du plateau ferroviaire, donc on a des brises qui sont plus importantes que dans le reste de la ville, un couvert végétal très important, retrouver le sol et le cycle de l'eau. Donc quand on combine le végétal, l'eau et la brise, finalement, ça fait un rafraîchisseur adiabatique. L'image du linge qu'on trempait dans une bassine qu'on mettait à une fenêtre, c'est exactement la même chose. En fait, on fait un rafraîchisseur adiabatique naturel, comme ça, très simple, donc un espèce de climatiseur urbain. Ça, c'est une figure de rafraîchissement qu'on développe à une grande échelle. Quand on va tomber sur un projet de bâtiment, ben en fait, que ce soit la réglementation ou les référentiels environnementaux disent vous êtes à Paris, donc on considère que c'est tel climat, donc vous allez faire une conception qui soit adaptée à ce climat, mais pas du tout au microclimat qu'on vient de générer. Et ça, par exemple, si on arrive à fabriquer un dispositif de rafraîchissement, on va gagner 5, 6, 7 degrés sur la température ressentie, on doit avoir une conception différente. C'est comme si on était finalement dans un climat différent, mais ça ne se voit dans aucun référentiel. Donc ce que je comprends en tout cas du référentiel immeuble de demain, c'est que l'idée est que le bâtiment, parce qu'il s'adresse à l'objet immobilier, donc le bâtiment doit être nourri par son contexte. Donc comment finalement on tire les lignes de force du contexte pour arriver à nourrir la conception. Après, moi j'ai envie de rajouter, je pense que c'est sous-jacent aussi dans le référentiel, comment même un bâtiment peut nourrir à son tour le contexte dans lequel il vient s'installer. Donc ça c'est le premier ancrage, on va dire, passer de l'échelle urbaine à l'échelle bâtiment, et ça fondamental, parce qu'aujourd'hui c'est vraiment, il y a une zone blanche complète là-dessus. Et après, évidemment, l'autre passage de relais, c'est ce qu'on fait sur le milieu physique, que ce soit le projet urbain, le bâtiment, si on a réussi à les faire cohérents. Il y a évidemment derrière un troisième niveau qui est finalement l'utilisateur. Donc, et c'est cette fois-ci travailler l'interaction entre milieu physique et milieu humain. Comment on va permettre à un utilisateur d'abord de bien comprendre finalement comment est son bâtiment, comment il vit. Peut-être qu'il faut qu'il pense à bien fermer une protection solaire côté est, alors qu'il ne va pas y penser parce qu'à l'est, il va se trouver, il n'y aura plus de soleil à l'est. Donc il ne va pas penser à fermer sa protection solaire, sauf que le soleil va se lever avant lui en général. En été, il va se lever à 6 heures, lui il va se lever à 8 heures. En fait, ça va commencer à chauffer. Donc en fait, il y a aussi toute cette interaction. Pareil, zone blanche absolue. Il n'y a rien qui fait aujourd'hui le lien entre la conception du milieu physique et finalement l'utilisateur, l'usage. Donc ça, l'idée en tout cas d'arriver à trouver le chaînon, à créer les chaînons manquants entre l'échelle urbaine, le bâtiment et derrière l'utilisateur, c'est absolument fondamental. D'accord. Merci pour ces cas tout à fait concrets et vraiment
qui sont parlants d'eux-mêmes là-dessus. Vous avez parlé d'ailleurs des messageries sur lesquelles vous intervenez pour Espace Ferroviaire. Espace Ferroviaire a d'ailleurs lancé une exposition pour mettre 3 projets en avant, donc les messageries, quartier Hébert aussi, les jardins des mécanos. Est-ce que c'était pour vous une manière de lier l'idée, en l'occurrence celle du référentiel immeuble de demain, à la proposition concrète, le projet urbain ? Je dirais plutôt l'inverse. On a fait l'exposition parce que c'est quasiment la façon la plus concrète de mettre au regard de tout le monde, et nous aussi, puisque c'était un moment de synthèse de travaux quasiment depuis 5 ans, de recherche aussi, donc avec le CSTB, avec l'IFPEB, avec plein de structures et de maîtrise d'œuvre sachante comme Franck, sur le volet urbain de nos projets, de ces 3 projets particulièrement. Et donc c'est un peu un aboutissement qui a démontré que ce cheminement qu'on a pu faire pour poser nos quartiers avec les 4 priorités qu'on s'est données, c'est-à-dire la trajectoire carbone moins 20 à 30% de CO2 pour les quartiers qu'on réalise, l'économie circulaire, la biodiversité et les services, qui sont les 4 priorités qu'on s'est fixées dans tous nos quartiers. On a apporté des réponses concrètes, tangibles, mesurables. C'est important, donc mesurable, et c'était pas juste je vous raconte une histoire, on verra qui verra. Donc voilà, c'est une preuve déjà de la sincérité de notre engagement, de l'engagement de toute l'équipe, parce que c'est un travail d'équipe, et le fait que cette intelligence collective qu'on a mis en place avec des partenaires sachant et de la maîtrise d'œuvre de très grande qualité nous a permis d'aboutir là où on a abouti. Et c'est dans cette étape 2 d'approfondissement, on s'est dit ok, là on a une ambition claire, structurée à l'échelle du quartier, mais le poids carbone, il est essentiellement dans la construction. Donc, pourquoi ne pas aller plus loin et faire de l'immeuble un démonstrateur du quartier ? Et donc, là, pareil, il nous faut une méthode. On a bâti le contenu dans le travail des ateliers qu'on a menés avec l'IFPEV et le CSTB, mais il nous fallait aussi une méthodologie. Et donc, c'est cette méthodologie de mesure, parce qu'on a fait un système de notation pour les projets, dans lequel on a mis 200 points, par exemple, par projet. Et sur les 200 points, il y a 58 qui sont en socle de base, qui s'appuient sur les certifications, et 142 points qui sont, selon le contexte dans lequel on va se trouver, on va bâtir avec les critères sociétaux, usage et qualité rendue dans le comportement des pratiquants de l'immeuble, qu'on va pouvoir noter ces 142 points. Donc on sort de la logique, juste la technique guide la construction. Oui, c'est un élément, mais c'est pas tout. Donc c'est une vision plus systémique, qui doit démarrer au plus tôt possible à partir de la conception, comme on a fait sur les quartiers. Donc on va la mettre en œuvre dès les premières étapes de conception, avec la maîtrise d'ouvrage, si c'est nous ou si c'est un tiers promoteur, avec la maîtrise d'œuvre, bien sûr, qui sont depuis le début à prendre comme donnée cette approche systémique de l'immeuble qui doivent aborder dans la conception. Et puis en marchant, donc on a ces critères de mesure qu'on va évaluer, et avec ce comité d'experts qui va nous accompagner et qui va nous permettre d'aller dans la juste mesure, projet par projet, pour ne pas empiler des ambitions et de critères de certification, mais pour aller au juste endroit, au cas par cas. D'accord. Écoutez, Fadia Karam et Franck Boutet, merci beaucoup pour ce témoignage, merci pour ce retour de conf, et aussi merci pour cette ouverture sur le quartier. Merci à vous. Merci.